Guys, j'espère que vous portez bien. C'est le preview face à Brentford. Cependant, avant de revenir sur la conférence de presse de Rubena, nous allons faire un tout petit détour car en effet, j'ai 2 points à voir avec vous. Le premier, et là nous allons rapidement revenir sur la rencontre de jeudi soir face à Bilbao. Nous avons certains haters, nous avons certains babisés qui prétendent en réalité que jamais Bilbao n'aurait dû subir la double sentence, c'est-à-dire carton rouge penalty, puisque, toujours d'après eux, l'arbitre aurait dû siffler faute de main de Garnacho juste avant. Je crois que c'est Bruno Fernandes qui lui fait une passe. Et là, on voit Garnacho glisser. Sauf que malheureusement, effectivement, en se relevant, il touche bien le ballon de la main. Et donc, d'après eux, si jamais l'arbitre avait en effet sifflé à cet instant, derrière, jamais on aurait eu carton rouge et jamais également on aurait eu de penalty. Sauf que ce matin, je suis tombé sur une vidéo d'un arbitre retraité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait des vidéos, il a 25 ans, 30 ans d'expérience, et il fait des vidéos aujourd'hui, il revient sur les actions litigieuses. Donc justement, il a pris le temps de décortiquer tout d'abord carton rouge, penalty. Selon lui, l'arbitre a eu raison. Parce que la loi, elle dit, il est le dernier défenseur, il fait une faute d'anti-jeu, puisqu'il le retire, il l'empêche de marquer, puisqu'il est le seul, c'est carton rouge, c'est penalty. Donc ça, il n'y a pas de débat. Il est effectivement juste après revenu sur la main de Garnacho. Et là, il nous dit, en réalité, il n'y a pas de faute. Pourquoi? Parce que c'est une action où Garnacho était sur le point de se relever. Donc pendant cet instant, on ne peut pas siffler faute puisque justement, il est en train de se relever. Et donc là, il n'est pas vraiment conscient de vouloir vraiment faire une faute de main. Elle est vraiment inintentionnelle. Et donc même si apparemment cela se reproduit dans la surface de réparation, l'arbitre ne pourra pas siffler penalty. Donc, guys, le débat il est clos. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Sit down, comme je l'ai dit la dernière fois. Le deuxième point, les gars, saviez-vous à quand remonte la dernière fois que Manchester United a battu Tottenham? Sincèrement, la dernière fois que Manchester United, les gars, a battu Tottenham, c'était le 19 octobre 2022. Donc ça fait 2 ans et demi que Manchester United n'a pas pu battre Tottenham. Bien évidemment, pendant ces 2 ans-là, on avait le Tinky de service, alias Ten Hag, mais tout de même, il y a eu 2-2 à 2 reprises chez nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils viennent chez nous, c'est 2 partout. Et quand on va chez eux, on perd. Donc ça va faire 2 ans et demi, les gars, que Manchester United n'a pas battu Tottenham. Donc oui, je voulais partager cela avec vous parce qu'en effet, c'est vrai que oui, Manchester United a l'expérience, mais là déjà, cette année, ils nous ont battu 3 fois, 3-0, plat de couture, sans débat. Le match aller, vraiment, c'était un vrai désastre. Ils nous ont marché dessus. 4-3, là, ils ont tremblé, ils ont eu chaud. C'était un concours de circonstances, vraiment d'erreur de gardien. Et 1-0. Ce match-là, encore une fois, c'était un championnat. On a eu des occasions, malheureusement, on n'a pas su finir. Mais donc, déjà cette année, on a joué contre eux 3 fois, on a perdu 3 fois. Mais également, 2023-2024, on ne les a pas battus. 2022-2023, on ne les a pas battus également. Enfin, on les a battus au match aller chez nous, 2-0. Mais voilà, la dernière fois, c'est le 19 octobre 2022. Je vous laisse simplement rapidement partager cela avec vous. Bref, on revient donc sur la conférence de presse. Alors, tout d'abord, Rubena nous annonce qu'il va falloir faire tourner. Il nous dit qu'apparemment Mazraoui, il est déjà out pour ce match. Donc je pense que, je ne sais pas si c'est un problème de fatigue ou un problème musculaire, mais en tout cas, il n'est pas disponible. Donc il ne sera même pas sur la feuille de match, pas sur le banc, ce dimanche face à Brentford. Donc derrière, il va falloir faire tourner. Il explique qu'il n'a pas le choix. Donc là, aujourd'hui, il y a des positions sur lesquelles on ne peut pas se permettre vraiment de faire jouer des titulaires parce qu'on ne va prendre aucun risque. Il dit que si jamais nous devons prendre en effet un risque pour faire jouer un joueur, on ne le prendra pas. Donc tous les joueurs qui sont susceptibles de se blesser, qui sont fatigués, susceptibles vraiment d'être encore plus carbonisés, ne joueront pas.
Maintenant, il a fait la conférence de presse donc jeudi soir, juste après donc celle de Bilbao. Et donc là, normalement, on devrait voir vendredi et aujourd'hui pour voir quel joueur en réalité sera opérationnel. Ensuite, il est rapidement revenu sur le cas Amad Diallo en nous disant que c'est un régal de le revoir avec nous. Pourquoi? Parce que avant qu'il ne se blesse, et ça j'ai bien aimé qu'il le souligne bien, il était le joueur qui provoquait toutes nos actions. Voici ce qu'il a dit, hein. C'était le joueur qui, à l'instant T, il dit un peu de Bruno, mais il n'a pas parlé de pourcentage, mais en gros, c'était surtout toutes les actions. On était vraiment à ma dépendance. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, beaucoup rigolent pour dire que oui, Rubena n'a remporté jusque-là que 6 matchs, mais je suis désolé, son meilleur joueur, déjà il n'en a pas beaucoup, mais son meilleur joueur à l'instant T, s'était blessé. Et on l'a vu à Arsenal avec Saka. Donc oui, ça fait plaisir de le revoir. Maintenant, quand il s'est blessé, ben Bruno a pris la relève. Mais à l'instant T, c'était clairement notre joueur le plus prolifique, le plus dangereux. Et ça, franchement, ça nous a fait mal. Ça nous a fait vraiment terriblement mal. Il nous dit qu'on voit qu'il n'est pas encore fit, qu'il ne peut pas encore presser comme il le faisait avant, mais ça va venir. Conclusion par rapport à cela, je pense que d'office, Amad Diallo ne sera pas titulaire lors de ce match parce que je pense que il va le faire rentrer progressivement. Je me dis que donc c'est encore un peu trop tôt. Donc je pense qu'il sera effectivement sur le banc, mais je ne le vois pas démarrer le match. Ensuite, il est revenu sur le tonton Kaz, les gars. Tonton Kaz, et là, franchement, je suis désolé. C'est la même chose pour les gens qui disent que ouais, tu dois mea culpa. Non. Tonton Kaz, même si là actuellement on fait ses éloges, il est arrivé, il nous a fait une Lukaku, les gars. Il nous a fait une Lukaku, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il s'est empiffré, et je suis désolé, c'est un manque de respect. Quand il est arrivé lors de la deuxième pré-saison de Ten Hag, il est arrivé en mode tout, voilà, on l'a vu sur les joues, on l'a vu même sur le corps, forcément il ne sera pas fit. Donc il a dit que franchement au début je comptais pas sur lui, et d'ailleurs on pouvait même voir parfois il y avait Collier qui était devant lui dans la hiérarchie, mais sincèrement tout le mérite revient à Casemiro parce qu'il n'a pas abandonné, il n'a pas baissé les bras, il a continué à travailler. Et guys, on le voit tout de suite. Aujourd'hui, on le voit rien que sur les pommettes, rien que sur les joues. On voit clairement que oui, là, il est revenu dans le top de sa forme. Mais en même temps, pour moi, c'est un manque de respect, il faut quand même le souligner. Mais le coach qui était là, alias Ten Hag, était également un crancrolo. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, si tu veux marquer ton autorité, tu lui dis écoute, je suis désolé, tu ne joueras pas. C'est que Guardiola avait en effet réalisé. Il avait dit à Clichy, Nasri et je ne sais qui si jamais vous ne perdez pas de poids, vous ne jouez pas. C'est aussi simple. Et on a revu Casemiro, et encore et encore. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle vraiment être très mauvais en management. Parce que si tu fais ça à Casemiro, tu ouvres en quelque sorte la porte aux autres en leur disant que oui, bon les gars, Casemiro, il s'est empiffré, mais il n'y a pas de problème, je le fais jouer. Donc conclusion, vous également, vous pouvez faire de même, vous avez toujours une chance. En termes de management, c'était un vrai tocard. Et je suis désolé les gars, les Protena, malgré les 2 trophées qu'il nous a ramenés, c'était un guignol de service, on va jamais cesser de le dire. Un tocard de chez tocard de chez tocard de chez tocard. En insistant bien sur le tocard. Donc Casemiro est de retour. Et franchement, là, il n'y a pas débat. Donc, et là, je vais revenir rapidement, j'ouvre la porte pour les pro-Casemiro qui vont venir me dire, non les gars, toute critique qu'on adresse, à l'instant T, elles sont toujours légitimes. C'est pas, on va pas venir critiquer pour critiquer. Casemiro, la première saison, on l'a intitulé, on l'a appelé le tonton. Le tonton. Tellement il était bon. Ça fait tellement d'années qu'on n'avait pas eu un vrai 6. La première année, Casemiro, je l'avais même dit, ça a été mon joueur de la saison. Mais deuxième saison, ça a été catastrophique. Cette année également, il a commencé à voilà. Maintenant qu'il revient, welcome back. Welcome back. Et donc, ensuite, la conférence de presse n'a pas duré. Hein. Il a également insinué justement que les personnes qui vont jouer, donc déjà on va voir qui sera fit, qui est-ce qui pourra commencer le match. Les personnes qui seront donc
qui vont jouer le match de dimanche ne sont pas automatiquement exclus de pouvoir jouer le match de jeudi. Conclusion, dimanche tu joues, tu montes tes performances, tu montres ce que tu as dans le ventre. Cela n'exclut pas le fait que derrière, si tu joues vraiment bien, si vraiment tu es au top de ton game, cela n'exclut pas que derrière, tu te retrouves titulaire également face à Bilbao jeudi prochain. Donc c'est pas comme s'il est en train de faire un reset complet et de vraiment faire reposer tous les joueurs qui vont jouer jeudi soir. Également, je vais revenir rapidement, ça c'était pas donc lors de cette conférence de presse, mais c'était la conférence de presse juste avant Bilbao, quand on lui avait posé la question sur le cas de Gyökeres. Il avait dit en réalité, et ça bien évidemment beaucoup parmi vous l'avez souligné, que si vraiment Gyökeres ou n'importe quel autre joueur voulait venir à Manchester United à condition que Manchester United trouvait le moyen de se qualifier pour la Ligue des Champions, il n'en voudrait pas. Et ça, il n'a pas tort. Sincèrement, je trouve que ça c'est une masterclass parce qu'encore une fois, lui, il est arrivé dans ce club en sachant déjà que Manchester United était vraiment moisi au classement. Il est arrivé, on n'était pas en Ligue des Champions, on n'est pas en Ligue Europa, mais c'est effectivement vrai pour le reste. C'est vrai pour Mourinho, c'est vrai pour tout le reste qui sont arrivés. Manchester United n'est pas vraiment au top de sa forme. Donc, quand toi tu reviens en tant que coach, ou voire même en tant que joueur, imagine la responsabilité, imagine ce que tu vas procurer aux fans si toi, en tant que manager ou toi, en tant que joueur, tu fais partie de ceux qui redorent le blason de cette équipe. Imaginez-vous aujourd'hui, je vais prendre rapidement l'exemple de Klopp. Klopp, ça faisait à peu près 30 ans, 30 longues années, toute une vie quasiment pour certains, 30 longues années que Liverpool n'avait pas remporté la Première Ligue. Klopp, il arrive, tel un Messi, boum. Et donc pour moi, c'est ça le challenge en réalité. C'est pas le fait de venir dire ouais, je veux jouer la Ligue des Champions, je veux rejoindre uniquement. Donc conclusion, si on prend également là les deux joueurs que l'on suit apparemment, et on a Cunha d'un côté qui peut arriver d'un moment à l'autre, mais celui-ci, il veut rejoindre Manchester United quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que si Manchester United remporte l'Europa League, si Manchester United échoue, si Manchester United ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, il veut tout de même venir à Manchester United, car je pense, encore une fois, que Ruben Arubena, il l'a séduit. Séduisez votre prospect, les gars. Quand vous parlez à quelqu'un, à un client, il faut le séduire. Pas le draguer, c'est deux verbes qui se ressemblent, mais totalement différents. Séduire, et je pense qu'il a fait, il a tchatché, il lui a dit, écoute, viens. Et donc aujourd'hui, Cunha veut venir. Mais à l'inverse, on a des laps, ça reste des rumeurs bien évidemment, mais on a des laps qui apparemment, pour l'instant, il maintient ses cartes, parce que oui, Chelsea également lui fait les yeux doux. Donc pour l'instant, il maintient ses cartes parce que apparemment, il voudrait rejoindre une équipe qui jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. Bon, pour l'instant, bien évidemment, je dis que ce sont des rumeurs à vérifier. Mais sincèrement, si tel est le cas, encore une fois, on n'en veut pas. Souvenez-vous de Eden Hazard en 2011. Eden Hazard était normalement sur le point de venir jouer à Manchester United. Il s'était mis d'accord avec Ferguson et tout. Et derrière, Chelsea était 6e cette année-là, mais il jouait la finale c'était en 2012, pardon. Il jouait la finale de Ligue des Champions. Et Hazard, on lui pose la question, vous avez 3 clubs anglais qui vous font les yeux doux, lequel vous choisissez? Il avait le choix entre Chelsea, Manchester United et Manchester City. Et là, il vous dit, bon, j'attends de voir. Il attendait simplement si Chelsea allait se qualifier, oui ou non, pour la Ligue des Champions. Chelsea s'est en effet qualifié pour la Ligue des Champions en remportant la Champions League. Et donc, il a décidé d'aller à Chelsea parce que derrière, Abramovich l'avait invité sur son yacht et autres. Bon, bref. Donc, en gros, si toi, Gyökeres ou alors n'importe quel autre joueur, Ederson peut-être de Atlanta, si toi, ta philosophie, ta mentalité, c'est je vais uniquement rejoindre Manchester United si et uniquement si ce club parvient à se qualifier en Ligue des Champions, salam alaikum, merci, au revoir. J'aime bien cette façon de voir les choses parce que oui, parce que on peut se retrouver en effet, vu la situation dans laquelle nous sommes, on peut effectivement se retrouver cette année-là, l'année prochaine, en Ligue des Champions en remportant l'Europa League, mais rien, mais absolument rien nous garantit que celle d'après, nous y serons également. Donc, masterclass pour le coach.
Et les gars, dans tous les aspects, sur tous les domaines, ces coachs-là, pour moi, dans la communication, c'est la raison pour laquelle je le back up. Honnêtement, et même le petit facteur sur le fait de ne pas faire jouer les jeunes, on commence à voir certains jeunes. On a vu Frederickson la dernière fois. Ça aurait été Ténard, les gars, il allait appliquer la loi 1,5. C'est-à-dire qu'on allait toujours voir un jeune et peut-être au mois de mars, avril, quand la saison serait quasiment off, voir un deuxième jeune. Donc oui, sincèrement, il commence commence à intégrer les jeunes également. Et donc, à l'instant T, c'est le manager. Et moi, je vais me battre corps et âme pour lui, à l'instant T. Malheureusement, il faut bien le souligner, Ten Hag également, à l'instant T, durant sa première saison, c'était également le manager. Il faisait de bonnes décisions, il prenait de bonnes décisions, mais derrière, il a changé. Donc, conclusion, là, je suis en train de vous dire que je back up, mais à 10 milliards de pourcents Rubena, mais à condition qu'il reste lui-même. J'ai pas envie qu'il change l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Non, 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 non. Tant qu'il va rester, tant qu'il va garder cette mentalité, je veux le backuper. C'est aussi simple que ça. C'est pas genre, je veux changer d'opinion. Non, 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 non. Là, je suis derrière lui parce que là, tout ce qu'il fait, ça me convient, ça me va parfaitement. Mais tu ne changes pas. TNA, il a changé, les gars. Ce n'est pas un débat. Et donc, pour finir, je pense qu'il va aligner une compo plus ou moins similaire à celle-ci. Bon, bien évidemment, il y a quelques noms que je n'ai pas sur le site de Manchester United. Donc, je pense qu'Onana va être titulaire. Mazraoui, il est off. Donc, je pense que Yoro, qui a commencé à bien enchaîner, les gars. Franchement, Yoro, au début, on a mis le temps pour qu'il prenne ses marques. Mais là, donc Yoro va être probablement décalé à droite. Je pense que Lindelof va enchaîner. Maguire ne jouera pas. Maguire ne pourra pas jouer, je pense. Lindelof va enchaîner. Et là, je pense que Frederiksen va également jouer. Donc voici les 3 qu'on va avoir en défense. Ensuite, il nous a dit également que Dorgu est également fatigué, cramé. Donc je ne pense pas qu'on puisse le voir. Conclusion, Hamas sera à gauche. Je pense là, franchement, j'aimerais bien voir Sékou Koné. Les gars, Sékou Koné, c'est en termes de jeune, il est vraiment bon à voir, honnêtement. Mais je ne pense pas qu'il va le faire jouer. Tous les jeunes là, donc Frederiksen, on a Bandito, je vais l'appeler Bandito, c'est Moteta je crois, Moteto, Bandito on va l'appeler. Donc on a Frederiksen, Bandito, Hamas, Obi, tout ça, ils ont fait le déplacement justement pour pouvoir préparer la rencontre face à Brentford. Est-ce qu'ils vont tous être titulaires? J'en doute. Je pense que Eriksen va jouer, puisqu'il n'a pas eu la moindre minute la dernière fois. Donc Eriksen va jouer. Je pense également que je ne sais pas s'il va le faire jouer avec Meino ou pas, mais je pense que oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Si on va avec ces deux-là au milieu de terrain, on va se faire laminer. Bruno Fernandes, j'espère également qu'il va le faire reposer. Franchement, Bruno Fernandes, peut-être qu'il va rentrer comme la dernière fois à la 60e ou 70e minute. Et je pense que Obi Martins va être devant en pointe, Højlund va être écarté, du moins reposé. Garnacho va enchaîner. Et là, à droite, nous avons Kamson, je crois. Il y a Kamson et il y a Bandito. L'un est ailier qui a été reconverti en piston, donc il est beaucoup plus offensif. Et donc Kamson, je crois, lui, c'est un latéral droit qui a été donc reconverti, qui peut être dans ce rôle-là en piston. Donc je pense qu'on verra l'un ou l'autre. Pourquoi pas les deux? Ça m'étonnerait. Mais l'un ou l'autre. Mais dans ce cas, qui est-ce qui va jouer à droite? Si Bruno Fernandes ne joue pas, Ahmad peut-être. Mais bon, franchement, à l'instant T, je pense que pendant que je ferai le montage, je vais avoir la solution. Mais à l'instant T, ah, mais il y a peut-être chaud, les gars. Mais dans ce cas, on va faire un décalage. Bon, franchement, je verrai. En tout cas, guys, merci d'être venus jusqu'ici. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.